Mon appartement, perché sur la colline de Fourvière, a toujours été mon royaume. De mes fenêtres, je pouvais voir tout Lyon s'étendre à mes pieds. Une tapisserie de toits rouges et de rues animées. La basilique, juste derrière, veillait sur nous, majestueuse et silencieuse. Cet endroit était plus qu'un simple ensemble de murs. C'était le cœur de ma vie. Le sanctuaire que j'avais bâti avec mon mari, Pierre, et que je maintenais vivant pour notre fils, Marc. Depuis la mort de Pierre, il y a 10 ans, chaque jour avait suivi un rituel immuable. Je me levais avant le soleil, quand la ville était encore baignée d'une lumière bleue et douce. Le silence de l'appartement n'était rompu que par le léger craquement du parquet sous mes pas. Ma première destination était toujours la cuisine. C'est là que la journée commençait vraiment. Avec l'odeur du café frais qui se répandait lentement dans les pièces, comme une promesse de chaleur et de réconfort. Marc et sa femme, Chloé, vivaient avec moi depuis leur mariage. 7 ans auparavant. C'était moi qui avais insisté. Cette maison est trop grande pour une seule personne? Leur avais-je dit. C'est votre maison aussi. Au début, ils semblaient heureux de cet arrangement. Marc, mon cher Marc, avait toujours été habitué à ce que je m'occupe de tout. Et Chloé, je le pensais, appréciait de ne pas avoir à se soucier des contraintes matérielles. Ce matin-là, comme tous les autres, j'avais préparé le petit déjeuner. Des croissants frais de la boulangerie du quartier, de la confiture de figues maison, des jus de fruits pressés. Je disposais tout sur la grande table de la salle à manger, veillant à ce que chaque détail soit parfait. La nappe en lin blanc, les assiettes en porcelaine, les couverts en argent que Pierre et moi avions reçus pour notre mariage. C'était ma façon de leur dire « je vous aime », sans avoir besoin de mots. Marc est entré le premier, déjà vêtu de son costume impeccable de jeune avocat. Il a embrassé mon front d'un geste rapide. « Bonjour, maman. Ça sent bon. » Il s'est servi une tasse de café noir, l'a bu presque d'un trait en consultant les notifications sur son téléphone. Il était toujours pressé, toujours absorbé par son travail. Je le regardais avec une fierté qui me serrait le cœur. Il ressemblait tellement à son père. La même ambition dans le regard, la même façon de froncer les sourcils quand il était concentré. « Tu ne manges rien, mon chéri ?» ai-je demandé doucement. « Pas le temps, maman. Je prendrai quelque chose en chemin. » Il a déposé sa tasse dans l'évier et s'est dirigé vers l'entrée. À ce soir. La porte s'est refermée. Et le silence est revenu. Plus lourd cette fois. Chloé est apparue quelques minutes plus tard. Elle travaillait à domicile, comme consultante en marketing. Elle portait un pantalon de yoga et un grand pull confortable. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon désordonné. Elle était belle. D'une beauté moderne et froide que je n'arrivais jamais tout à fait à saisir. « Bonjour, Élise. » a-t-elle dit sans me regarder, les yeux déjà fixés sur son ordinateur portable qu'elle tenait sous le bras. « Bonjour, ma chérie. Je t'ai fait du thé. Et il y a des croissants. » Elle a jeté un regard vague à la table. « Oh. Merci. C'est gentil. Mais je vais juste prendre un café et un yaourt. J'ai une réunion en ligne dans 30 minutes. » Elle s'est dirigée vers la machine à café, ignorant la théière fumante que j'avais préparée pour elle. Mon cœur s'est serré un peu. Mais j'ai chassé ce sentiment. Elle était occupée. C'était normal. Les jeunes femmes d'aujourd'hui n'étaient pas comme celles de ma génération. Elles avaient des carrières, des ambitions.
Je devais comprendre. Pendant qu'elle buvait son café en tapant frénétiquement sur son clavier, je me suis mise à ranger. Je débarrassais la table, lavais la tasse de Marc, rangeais la confiture. Chaque geste était une habitude, une danse silencieuse que j'exécutais chaque jour. J'aimais prendre soin de ma maison. J'aimais l'odeur de la cire d'abeille sur les meubles anciens, le bruit de l'aspirateur sur les tapis persans, la vue du linge propre séchant sur le balcon, avec la ville en toile de fond. C'était ma contribution, ma raison d'être. Plus tard dans la matinée, alors que je dépoussiérais la bibliothèque du salon, une douleur aiguë m'a transpercé la poitrine. J'ai eu le souffle coupé. J'ai dû m'agripper au dossier d'un fauteuil pour ne pas tomber. Ma vision s'est brouillée pendant quelques secondes. C'était comme un étau qui se resserrait autour de mon cœur. J'ai fermé les yeux, respirant lentement, profondément, attendant que ça passe. Ça va. Élise ? La voix de Chloé m'a fait sursauter. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, un téléphone collé à l'oreille, le regard interrogateur. Je me suis redressée, forçant un sourire. Oui. Oui. Parfaitement. Juste un petit vertige. J'ai dû me relever trop vite. Elle m'a regardé une seconde de plus, un pli de doute sur le front, puis a haussé les épaules et a repris sa conversation téléphonique. Non. Désolée. C'était rien. Oui. Je t'envoie le dossier tout de suite. Elle a disparu dans son bureau. J'ai attendu que le tremblement de mes mains s'arrête. Une simple fatigue. Me suis-je dit. Je ne dormais pas assez bien ces derniers temps. Ce n'était rien. Je ne pouvais pas me permettre que ce soit quelque chose. Je ne pouvais pas être un fardeau. L'après-midi. Je suis allée faire les courses au marché Saint-Antoine, au bord de la Saône. J'adorais l'atmosphère de cet endroit. Les couleurs vives des fruits et légumes, les cris des vendeurs, les odeurs de fromage et de saucisson. J'ai choisi un poulet fermier pour le dîner, des légumes frais, et un bouquet de pivoine rose pour égayer le salon. En rentrant, le poids des sacs me semblait plus lourd que d'habitude. J'ai dû m'arrêter 2 fois en montant les escaliers jusqu'à notre étage. Mon souffle était court, sifflant. Encore cette fatigue. Décidément, je devais me reposer davantage. Le soir, nous nous sommes réunis pour le dîner. J'avais passé des heures à préparer un poulet rôti au thym et au citron, avec des pommes de terre grenaille et une purée de carottes. L'odeur emplissait l'appartement. C'était le plat préféré de Marc quand il était enfant. MMH. Maman. C'est délicieux, a dit Marc en prenant une deuxième portion. Tu es la meilleure cuisinière du monde. J'ai souri. Ces simples mots étaient ma récompense. Ils effaçaient toute la fatigue de la journée. Chloé. Elle. Picorait dans son assiette. Elle a retiré la peau du poulet. Tu ne devrais pas manger la peau. Marc. A-t-elle dit. C'est plein de gras. Oh. Laisse-moi tranquille. Chloé. C'est la meilleure partie. Je dis ça pour ta santé? A-t-elle insisté. Puis, se tournant vers moi, elle a ajouté, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, c'est très bon. Élise. Mais peut-être un peu riche. Vous savez, avec les nouvelles études sur le cholestérol. Je me suis sentie rougir. Oh. Je pensais vous faire plaisir. Et c'est le cas. Maman. A vite répondu Marc, sentant la tension. N'écoute pas madame, je sais tout. Il a fait un clin d'œil à Chloé.
qui lui a lancé un regard noir. Le reste du repas s'est déroulé dans une atmosphère un peu plus fraîche. Plus tard, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu des bribes de leur conversation depuis leur chambre. La porte était entr'ouverte. Toujours les mêmes plats traditionnels? Disait Chloé à voix basse. C'est bon. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est tellement lourd. On est en 2023. Pas en 1970. Elle veut juste bien faire, a répondu Marc d'une voix lasse. Je sais. Je sais. Mais parfois, j'ai l'impression de vivre dans un musée. Tout est si parfait. Si figé. Ça me pèse. Tu comprends? On en a déjà parlé? Chloé. On a de la chance de vivre ici. Pense à l'argent qu'on économise. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Marc. C'est une question d'espace. D'espace mental. J'ai fermé le robinet. Je ne voulais pas en entendre plus. J'ai fini de nettoyer la cuisine dans un silence total. Chaque objet que je rangeais à sa place me semblant soudain étranger. Un musée. C'est comme ça qu'elle voyait ma maison. Notre maison. Mon amour. Ma dévotion. Elle voyait ça comme un poids. Cette nuit-là, la douleur dans ma poitrine est revenue. Plus forte. Je me suis assise sur le bord de mon lit. Le cœur battant à tout rompre. Je regardais par la fenêtre la ville endormie. J'ai pensé à Pierre. Je lui avais promis. Je lui avais juré sur son lit de mort que je prendrais soin de notre fils. Qu'il ne manquerait jamais de rien. Surtout pas d'amour. J'ai pris une grande inspiration. Luttant contre la panique. Ce n'était rien. Juste de l'anxiété. Le stress. Les paroles de Chloé m'avaient blessée plus que je ne voulais l'admettre. Je devais être plus forte. Je devais continuer. Pour Marc. Pour la promesse que j'avais faite. Je ne laisserai pas une stupide fatigue ou quelques mots malheureux m'arrêter. J'étais Élise Dubois. Et c'était mon rôle. C'était ma vie. Le lendemain matin, quand Chloé est entrée dans la cuisine, elle a vu un livre de recettes posé en évidence sur le comptoir. Cuisine saine et moderne pour tous les jours. Elle a levé un sourcil. Surprise. J'ai souri. Mon sourire le plus sincère possible. Je me suis dit qu'il était temps d'essayer de nouvelles choses. Tu pourras peut-être me donner quelques idées. Elle a eu un petit sourire. Cette fois un peu plus authentique. Oui. Bien sûr. Élise. Avec plaisir. Je me suis sentie soulagée. J'étais prête à tout changer. À tout apprendre. À m'effacer s'il le fallait. Pour maintenir cette paix fragile. Pour garder ma famille près de moi. C'était tout ce qui comptait. Tout le reste n'était que du bruit. Un simple bruit de fond que mon cœur, parfois, avait du mal à ignorer. Au fil des semaines, j'ai essayé. J'ai cuisiné du quinoa, du choucal, du saumon à la vapeur. J'ai remplacé le beurre par de l'huile de coco. Marc faisait la grimace. Mais Chloé semblait satisfaite. Elle a même commencé à m'appeler Élise la branchée en riant. Je prenais ça comme un compliment. Même si au fond, ces plats sans âme me rendaient triste. La cuisine de ma mère. La cuisine de ma grand-mère. Pleine de sauces riches et de saveurs profondes. Me manquait. C'était comme si je reniais une partie de moi-même. Un soir, Marc est rentré avec une grande nouvelle. Je suis associé. A-t-il annoncé? Un large sourire sur le visage. J'ai crié de joie. Je l'ai pris dans mes bras. Oh!
Mon chéri. C'est merveilleux. Je suis si fière de toi. Chloé l'a embrassé passionnément. C'est incroyable. Mon amour. Il faut fêter ça. J'ai réservé une table dans un restaurant étoilé pour demain soir, a dit Marc. Juste nous trois. Mon cœur a bondi de joie. Une soirée au restaurant. Tous les trois. Comme une vraie famille. Le lendemain, j'ai passé l'après-midi à me préparer. J'ai choisi ma plus belle robe. Une robe en soie bleu nuit que Pierre aimait tant. Je me suis coiffée. Maquillée avec soin. Je voulais être à la hauteur de l'événement. Mais quand je suis sortie de ma chambre, Marc et Chloé étaient déjà sur le pas de la porte, vêtus et prêts à partir. Marc a eu l'air mal à l'aise. Maman. En fait, on a un peu réfléchi avec Chloé. C'est une soirée importante pour notre couple aussi. Tu comprends? Pour célébrer notre avenir. Chloé a pris le relais. Avec une douceur calculée. On s'est dit que ce serait peut-être mieux si on y allait juste tous les deux. Une soirée en amoureux. On se rattrapera. Promis. On dînera tous ensemble ce week-end. Le monde s'est effondré sous mes pieds. La douleur dans ma poitrine est revenue. Si violente que j'ai cru que j'allais défaillir. J'ai regardé mon fils. Mon Marc. Qui ne pouvait même pas soutenir mon regard. J'ai hoché la tête. Avalant mes larmes. J'ai forcé un sourire qui m'a semblé grotesque. Bien sûr. Bien sûr. Je comprends. Vous avez raison. Allez-y. Amusez-vous bien. Ils sont partis. Me laissant seule dans le grand appartement. Dans ma belle robe. Avec le silence pour seule compagnie. Je suis restée immobile dans le couloir pendant de longues minutes. Puis, je suis retournée dans ma chambre. J'ai enlevé ma robe. Mes bijoux. Je me suis démaquillée. Et je me suis assise dans le noir. En écoutant les battements erratiques de mon propre cœur. C'était la première fois que je me sentais vraiment seule dans ma propre maison. Et je savais, avec une certitude terrifiante, que ce ne serait pas la dernière. Quelques mois après la promotion de Marc, Chloé est tombée enceinte. La nouvelle a balayé le froid qui s'était installé dans l'appartement. Du moins en apparence. Un bébé. Un petit-fils ou une petite-fille allait courir dans ces couloirs. L'idée seule suffisait à remplir mon cœur d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'allais devenir grand-mère. Ce mot résonnait en moi comme une promesse de bonheur renouvelée. Une nouvelle raison d'être. Immédiatement, mon instinct protecteur a pris le dessus. Je voulais m'assurer que Chloé ait tout ce dont elle avait besoin. Qu'elle vive la grossesse la plus douce et la plus sereine possible. Je lui préparais des bouillons de légumes riches en vitamines. Des tisanes apaisantes pour les nausées matinales. Je lui achetais des crèmes pour le corps. Des huiles d'amande douces. Tout ce qui pouvait lui apporter du confort. Il faut bien t'hydrater la peau. Ma chérie. Lui disais-je doucement en posant un pot de crème sur sa table de nuit. Pour éviter les vergetures. Elle me remerciait d'un signe de tête. Mais je voyais bien dans son regard une pointe d'agacement. Un jour, je l'ai surprise en train de dire à une amie au téléphone, « Elle est gentille. » Mais c'est étouffant. J'ai l'impression d'être un projet scientifique. Chaque calorie que j'avale est scrutée à la loupe. J'ai fait semblant de ne pas avoir entendu. Mais ces mots se sont plantés en moi comme de petites épines. Ma joie était si grande que j'ai commencé à préparer l'arrivée du bébé avec une ferveur presque fébrile. J'ai passé des après-midi entiers dans les boutiques pour enfants du centre-ville. À choisir des pyjamas en coton biologique. Des bavoirs brodés. Un mobile musical avec de petites étoiles argentées. J'ai retrouvé dans le grenier le berceau en bois dans lequel Marc avait dormi.
Il était magnifique. Un chef-d'œuvre d'artisanat transmis dans notre famille depuis 3 générations. Je l'ai descendu, l'ai nettoyé et ciré avec un soin infini jusqu'à ce que le bois brille comme du miel. Regarde, Chloé, ai-je dit, les yeux brillants d'émotion, en le poussant dans le salon. N'est-ce pas merveilleux? Ton fils dormira dans le même berceau que son père et son grand-père. Chloé a regardé le berceau, les lèvres pincées. Il est très ancien, n'est-ce pas? C'est un meuble de famille, ai-je expliqué fièrement. Oui. Je vois. Le problème, Élise, c'est que les normes de sécurité ont beaucoup changé. L'espacement des barreaux, la hauteur. Je ne suis pas sûre que ce soit très sûr pour un nouveau-né. Le coup a été rude. J'ai regardé le berceau, que je voyais comme un trésor, et j'ai soudain vu ce qu'elle voyait, un objet vieux, dépassé, dangereux. Et puis, a-t-elle continué, voyant mon désarroi mais sans fléchir. Ça ne va pas du tout avec le style de la chambre que j'ai en tête. Je pensais à quelque chose de plus épuré. Scandinave. Scandinave? Ai-je répété, le mot sonnant étrange dans ma bouche. Oui. Des lignes simples, du bois clair, du blanc. Très minimaliste. Elle m'a montré des photos sur son téléphone. Des chambres froides, impersonnelles, qui ressemblaient à des pages de magazine. Il n'y avait aucune chaleur, aucune histoire. J'ai déjà commandé un lit sur Internet, a-t-elle conclu. Il arrive la semaine prochaine. Je n'ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête et j'ai lentement repoussé le berceau hors du salon. En le remontant au grenier, chaque marche me semblait plus haute, plus difficile à gravir. La douleur dans ma poitrine était là. Familière. Une compagne silencieuse. Mon enthousiasme s'est transformé en une anxiété sourde. J'avais peur de faire le moindre faux pas. J'ai donc décidé de me concentrer sur ce que je savais faire de mieux, prendre soin de la maison. Alors que le ventre de Chloé s'arrondissait, je redoublais d'efforts pour que tout soit parfait. Je lavais les sols tous les jours. Je faisais la poussière 2 fois par jour. Je voulais que l'air de l'appartement soit le plus pur possible pour elle et le bébé. Un soir, Marc m'a trouvé à genoux dans le couloir, en train de frotter une tache invisible sur le parquet. Maman, qu'est-ce que tu fais? Il est presque minuit. Il y avait une marque? Ai-je murmuré, sans lever la tête. Il m'a aidé à me relever. Ses mains douces mais fermes sur mes bras. Tu en fais trop. Tu as l'air épuisé. Je veux juste que tout soit parfait pour l'arrivée du bébé. Tout est déjà parfait, a-t-il dit gentiment. Tu devrais te reposer un peu. Mais je ne pouvais pas. L'agitation était le seul remède que j'avais trouvé pour calmer le tumulte dans ma tête et dans mon cœur. Ma plus grande joie, durant cette période, était de tricoter. C'était une passion que ma mère m'avait transmise. Le cliquetis régulier des aiguilles me calmait. Et voir la laine se transformer peu à peu en un vêtement minuscule me remplissait d'une tendresse infinie. J'ai tricoté des brassières, des chaussons, des bonnets, un petit cardigan avec des boutons en nacre. J'ai choisi les laines les plus douces, du cachemire, du mérinos, dans des tons de crème et de gris perle. Lorsque j'ai offert mon petit trésor à Chloé, elle l'a regardé avec un sourire forcé. Merci, Élise. C'est beaucoup de travail. Elle a pris le petit cardigan, l'a retourné entre ses doigts. C'est de la laine, n'est-ce pas? Oui.
Du cachemire. Le plus doux que j'ai pu trouver. J'ai lu que la laine pouvait être irritante pour la peau des nouveau-nés. Et puis, ça ne passe pas à la machine. C'est très peu pratique. Aujourd'hui, tout se fait en coton ou en bambou. Elle a posé la pile de vêtements sur une chaise, sans même prendre la peine de les admirer un par un. Mais l'intention est gentille. Merci. Ce soir-là, en passant devant la buanderie, j'ai vu la pile de vêtements que j'avais tricotés avec tant d'amour, posée sur le sol à côté d'un sac de choses à donner. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je me suis réfugiée dans ma chambre, le visage enfoui dans mon oreiller pour que personne ne m'entende. Chaque attention était une erreur. Chaque geste d'amour était interprété comme une intrusion. Une critique. Une preuve de mon obsolescence. Je ne savais plus comment aimer. J'avais l'impression que mon langage, celui de la dévotion et du soin, était une langue morte que plus personne ne comprenait. Mon médecin, le docteur Renaud, est devenu mon seul confident. Je le voyais tous les mois pour mon cœur. Vous devez éviter le stress, Élise, me disait-il à chaque visite, en regardant les résultats de mes électrocardiogrammes. Votre tension est trop élevée. Le cœur est un muscle. Il se fatigue. Comment voulez-vous que j'évite le stress? Docteur? Je vais être grand-mère. J'essayais d'en rire. Mais le son qui sortait de ma gorge était étranglé. Prenez-vous les médicaments que je vous ai prescrits? Oui. Tous les jours. Il a soupiré, enlevant ses lunettes. Élise. Il faut penser un peu à vous. Vous ne pouvez pas porter tout le poids du monde sur vos épaules. Ce n'est pas le poids du monde. C'est juste ma famille. Ai-je répondu. Mais en rentrant chez moi, en montant les escaliers, le souffle de plus en plus court, je sentais bien que ce poids devenait trop lourd à porter pour mon cœur fatigué. Plus la date de l'accouchement approchait, plus Chloé devenait irritable et distante. Elle passait ses journées dans son bureau ou dans la future chambre du bébé, dont la porte était presque toujours fermée. Elle avait engagé une doula, une accompagnante à la naissance, avec qui elle avait de longues conversations téléphoniques. Elle lisait des dizaines de livres sur la parentalité positive, l'accouchement sans péridurale, l'allaitement à la demande. Elle semblait construire une forteresse autour d'elle et de son futur enfant. Une forteresse dont j'étais délibérément exclue. Un jour, je l'ai entendue parler avec Marc dans le salon. Je ne veux pas qu'elle soit dans la salle d'accouchement, disait Chloé d'une voix ferme. Je n'avais même pas envisagé de lui proposer, a répondu Marc. Et je veux qu'on soit clair sur les visites à la maternité. Personne les 2 premiers jours. Je veux du calme. Juste nous 3. Même pas ma mère? Elle sera folle d'inquiétude. Surtout pas ta mère? A-t-elle lâché? Je la connais. Elle va vouloir prendre le contrôle. Me dire comment faire? Me critiquer. J'ai besoin de créer mon propre lien avec mon bébé, sans qu'elle soit constamment sur mon épaule. Tu dois lui dire, Marc, tu dois mettre des limites. Il y a eu un silence. J'ai retenu ma respiration derrière la porte. D'accord, a finalement soupiré Marc. Je lui en parlerai. Mais il ne m'en a jamais parlé. Il n'a jamais eu le courage. Je l'ai simplement su. J'ai compris que ma place n'était plus au centre, mais à la périphérie. J'étais devenu un satellite, tournant autour d'un monde qui ne voulait plus de moi en son cœur. Malgré tout, je continuais. Que pouvais-je faire d'autre? Mon amour pour mon fils et pour cet enfant à naître était plus fort que ma fierté blessée.
Je me disais que tout s'arrangerait après la naissance. Quand elle verrait à quel point j'aimais ce bébé. Quand elle serait fatiguée et qu'elle aurait besoin d'aide. Elle comprendrait. Elle verrait que je n'étais pas une ennemie, mais une alliée. C'est cet espoir qui me faisait tenir. L'espoir qu'un petit être, innocent et fragile, pourrait réparer ce qui était cassé entre nous. Je me suis mise à nettoyer l'argenterie, la faisant briller jusqu'à ce que je puisse y voir mon reflet. J'y ai vu le visage d'une femme vieillissante, les traits tirés par la fatigue et une tristesse que je ne parvenais plus à masquer complètement. Je me suis fait une promesse silencieuse. Je serai patiente. Je serai discrète. Je serai tout ce qu'ils attendent de moi. Je supporterai tout. En silence. C'était la seule façon que je connaissais. Le jour où Chloé a perdu les os, tout s'est passé très vite. Je l'ai entendu crier le nom de Marc. J'ai accouru. Elle était pâle. Effrayée. Je l'ai aidée à s'asseoir pendant que Marc, paniqué, cherchait les clés de la voiture et le sac de maternité. Respirez. Ma chérie. Respirez lentement. Lui disais-je en lui tenant la main. Sa main était glacée. Elle a retiré sa main de la mienne. Ça va, a-t-elle dit. Le souffle court. Je gère. Sur le pas de la porte. Avant de partir, Marc s'est retourné vers moi. Il y avait de la peur et de la culpabilité dans ses yeux. On t'appelle dès qu'il y a du nouveau? Maman. J'ai hoché la tête. Un sourire tremblant sur les lèvres. Ne vous inquiétez pas pour moi. Prenez soin d'elle. Je vous attends. Je suis restée sur le seuil. À les regarder partir. Jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue. Puis je suis rentrée dans l'appartement soudainement immense et silencieux. L'attente commençait. Et je savais, au fond de mon cœur, qu'elle serait longue. L'attente a duré 14 heures. 14 heures pendant lesquelles j'ai arpenté les couloirs de l'appartement. Incapable de rester assise. Mon téléphone serré dans la main. Chaque vibration me faisait sursauter. Je rangeais des choses déjà rangées. J'essuyais des surfaces déjà propres. Je regardais par la fenêtre la vie de la ville qui continuait. Indifférente à l'événement capital qui se jouait à quelques kilomètres de là. La nuit est tombée. Drapant lion d'un manteau sombre et scintillant. Je n'ai pas allumé les lumières. Je suis restée dans la pénombre. Seule avec mon anxiété et les battements sourds de mon cœur. Le message est enfin arrivé à 3 heures du matin. Une simple phrase de Marc, c'est un garçon. Léo. Tout le monde va bien. Accompagné d'une photo floue d'un petit être rouge effripé. Emmitouflé dans une couverture blanche. Léo. Mon petit-fils. Les larmes ont coulé sur mes joues. Des larmes de soulagement. De joie. D'un amour si intense qu'il en était douloureux. J'ai porté le téléphone à mon cœur. Comme pour me rapprocher de ce petit miracle. J'ai murmuré son nom dans le silence de l'appartement. Léo. Il avait l'air si fragile. Si parfait. J'ai respecté leur souhait de ne pas avoir de visite. Ce furent les 2 jours les plus longs de ma vie. Je préparais la maison pour leur retour. J'ai fait un grand ménage. Aéré toutes les pièces. Préparé un pot-au-feu dans le bouillon. Pensais-je. Redonnerais des forces à Chloé. J'ai disposé des fleurs fraîches dans le salon. J'ai installé le petit lit scandinave que Chloé avait commandé. En suivant les instructions à la lettre. L'appartement était impeccable. Silencieux. Prêt à accueillir son nouveau roi. Quand ils sont finalement rentrés. L'atmosphère était étrange. Marc était visiblement épuisé. Des cernes sombres sous les yeux. Mais il souriait. Chloé.
Elle était blême. Elle marchait lentement. Le visage fermé. Protectrice autour du maxi-cosy qu'elle tenait comme un trésor inestimable. Bienvenue à la maison, ai-je dit doucement, m'approchant pour voir le bébé. Chloé a fait un pas en arrière. Attention, Élise. Les microbes. Mais mes mains sont propres? Ai-je balbutié, surprise par sa froideur. Il faut les laver avec du gel hydroalcoolique? A-t-elle décrété. Il y en a un flacon dans le sac. J'ai obéi sans un mot. Je me suis frotté les mains avec le liquide froid et collant jusqu'à ce qu'elles soient sèches. C'est seulement alors qu'elle m'a permis de jeter un œil à mon petit-fils. Il dormait. Son petit visage de poupée incroyablement paisible. Un flot d'amour m'a submergé. J'ai tendu les bras. Instinctivement. Je peux le prendre? Non. A dit Chloé. Sèchement. Il dort. Je vais le mettre dans sa chambre. Elle a disparu dans le couloir, me laissant avec Marc dans l'entrée. Elle est très fatiguée? A-t-il murmuré. Comme pour s'excuser. L'accouchement a été difficile. Je comprends. Ai-je menti? Non. Je ne comprenais pas. J'avais eu un enfant. Je savais ce qu'était la fatigue. La douleur. Mais je ne comprenais pas ce besoin de construire un mur autour d'elle. Les jours suivants ont été un cauchemar feutré. Chloé s'était enfermée dans sa chambre avec Léo. La porte était toujours fermée. Elle ne sortait que pour aller aux toilettes ou chercher un verre d'eau. Elle avait installé un mini-réfrigérateur dans la chambre pour y garder des biberons de lait qu'elle tirait. Elle ne voulait aucune aide. Quand je frappais doucement à la porte pour lui proposer un repas, elle répondait à travers le bois, posez-le devant la porte. Élise. Je le prendrai plus tard. Je lui laissais des plateaux remplis de nourriture que j'avais préparée avec amour. Souvent. Je les retrouvais des heures plus tard. À peine touché. L'appartement, autrefois mon royaume, était devenu un territoire étranger. Je marchais sur la pointe des pieds. Je n'osais pas faire de bruit. Le seul son que j'avais le droit d'entendre de mon petit-fils était ses pleurs étouffés. De l'autre côté de la porte. Un soir, Léo pleurait depuis plus d'une heure. C'étaient des cris aigus. Des cris de douleur qui me transperçaient le cœur. Marc n'était pas encore rentré. Je ne pouvais plus le supporter. J'ai frappé à la porte de la chambre. Chloé? Est-ce que ça va? Je peux peut-être t'aider? Pas de réponse. Juste les pleurs du bébé qui redoublaient. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai entrouvert la porte. La chambre était dans la pénombre. Les volets fermés. Chloé était assise sur le lit. Le bébé hurlant dans ses bras. Elle le berçait d'un mouvement mécanique. Les yeux fixés dans le vide. Elle pleurait en silence. Des larmes coulant sur ses joues sans qu'elle ne fasse un geste pour les essuyer. Elle semblait complètement perdue. Il a peut-être des coliques? Ai-je suggéré d'une voix douce en entrant dans la pièce. Parfois. Un bain chaud peut les calmer. Ou un petit massage sur le ventre. Elle a sursauté. Comme si elle ne m'avait pas entendu arriver. Son regard s'est posé sur moi. Un regard vide qui s'est soudain rempli d'une hostilité glaciale. Sortez. A-t-elle sifflé. Mais. Ma chérie. Tu es épuisée. Laisse-moi juste. Sortez de ma chambre. A-t-elle crié. Sa voix se brisant. C'est mon fils. Je sais ce que je fais. Tétanisée. Je me suis retirée. Refermant doucement la porte. Je suis allée m'asseoir dans la cuisine. Les mains tremblantes. Je n'avais voulu qu'aider.
Je voyais sa détresse, sa solitude. Mais elle préférait se noyer plutôt que d'accepter la main que je lui tendais. La situation est devenue de plus en plus tendue. Chloé avait édicté une liste de règles. Il fallait se déchausser en entrant dans l'appartement. Personne n'avait le droit de porter de parfum. La télévision devait rester éteinte. Et surtout, la règle d'or, personne ne touchait à Léo sans sa permission explicite. Et après une désinfection rigoureuse des mains. Je suis devenue une ombre dans ma propre maison. J'errais de pièce en pièce, me sentant inutile et de trop. Ma seule consolation était les rares moments où Chloé sortait de sa chambre avec Léo pour aller dans le salon. Je m'asseyais alors sur le canapé le plus éloigné, n'osant ni bouger ni parler, juste pour avoir le droit de le regarder. Je buvais chaque détail de sa petite personne, la façon dont ses doigts minuscules s'agrippaient à la couverture, la douceur de ses cheveux naissants, le petit pli entre ses sourcils quand il dormait. Ces quelques minutes volées étaient le point culminant de mes journées. Mais même là, je sentais le regard méfiant de Chloé sur moi. Comme si ma simple présence, mon simple regard aimant, pouvait d'une manière ou d'une autre contaminer son enfant. La tension a atteint un nouveau sommet quelques semaines plus tard. Marc avait convaincu Chloé de sortir dîner. Juste tous les deux. Pour la première fois depuis la naissance. Maman peut bien le garder 1 heure ou 2 ? Avait-il insisté. Chloé avait accepté à contre-cœur. Après m'avoir fait une liste d'instructions longues comme le bras. Ne pas faire ceci. Surtout pas faire cela. Appeler en cas d'urgence. Mais une urgence. C'était seulement s'il arrêtait de respirer. Quand ils sont partis. Mon cœur battait d'excitation et de trac. J'allais enfin être seule avec mon petit-fils. Léo dormait dans son berceau. Je me suis approchée sur la pointe des pieds. Je l'ai regardé pendant de longues minutes. Le cœur débordant d'amour. Il a commencé à s'agiter. À grogner doucement dans son sommeil. C'était le moment que j'attendais. Je me suis lavé les mains méticuleusement. Puis je les ai désinfectées avec le gel. Je me suis penchée et, très délicatement, j'ai glissé mes mains sous son petit corps chaud. Le prendre dans mes bras a été comme une révélation. Il était si léger. Si fragile. Son odeur de lait et de bébé a rempli mes poumons. C'était la première fois que je le tenais vraiment. Sans la présence oppressante de sa mère. J'ai marché doucement dans la pénombre de l'appartement. Le berçant contre mon cœur. Je lui ai chuchoté des mots doux. Les mêmes que je chuchotais à Marc quand il était bébé. Je lui ai chanté une vieille berceuse de mon enfance. Il s'est calmé instantanément. Sa petite tête reposant dans le creux de mon épaule. Sa respiration devenant régulière. C'était un moment de pure magie. Un instant de connexion parfaite. J'étais sa grand-mère. Il était mon petit-fils. Tout le reste n'existait pas. C'est à ce moment précis que la porte d'entrée s'est ouverte. Marc et Chloé étaient revenus. Ils avaient oublié quelque chose. Chloé m'a vue. Debout au milieu du salon. Avec Léo dans les bras. Son visage s'est décomposé. Elle a lâché son sac à main. Qui est tombé sur le sol avec un bruit sourd. « Qu'est-ce que vous faites ?» Sa voix était un sifflement glacial. Il s'agitait. Ai-je balbutié? Sentant la panique m'envahir. Je l'ai juste pris pour le calmer. Je vous avais dit de ne pas le sortir de son lit. A-t-elle crié? Se précipitant vers moi. Elle m'a arraché Léo des bras avec une violence qui m'a stupéfiée. Le bébé, réveillé en sursaut, s'est mis à hurler. Vous n'écoutez jamais rien. Vous n'en faites qu'à votre tête. A-t-elle hurlé? Le visage déformé par la rage. En serrant Léo contre elle comme si je l'avais empoisonné. Chloé.
Calme-toi. A tenté Marc, posant une main sur son bras. Elle l'a repoussé. Non. J'en ai assez. Je ne peux pas lui faire confiance. Je ne peux pas tourner le dos une seconde sans qu'elle bafoue toutes mes règles. Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux lançant des éclairs. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai répété. Il est fragile. Mais vous ne pensez qu'à vous. À votre petit plaisir égoïste de jouer à la grand-mère parfaite. Chaque mot était un coup de poignard. J'étais incapable de répondre. Paralysée par le choc et la douleur. Je voulais juste le réconforter. Ai-je réussi à articuler? Ma voix n'étant plus qu'un murmure brisé. Le réconforter? Ou imposer votre façon de faire? Comme toujours? A-t-elle rétorqué. Sarcastique. Vous et vos vieilles méthodes dépassées. Le monde a changé. Élise. On ne fait plus les choses comme à votre époque. Elle a disparu dans la chambre avec Léo, qui pleurait toujours à fendre l'âme, claquant la porte derrière elle. Je suis restée au milieu du salon, tremblante, le cœur en miettes. Marc se tenait là, mal à l'aise, incapable de me regarder. Elle est à bout de nerfs? A-t-il dit faiblement. Le manque de sommeil. Ce n'est pas le manque de sommeil? Marc? Ai-je dit. Ma voix retrouvant soudain une force que je ne lui connaissais pas. C'est de la haine. Il a baissé la tête. Ne dis pas ça. Maman. Pourquoi? Parce que c'est la vérité? Je le regardais, implorant silencieusement son soutien, sa défense. Mais il est resté silencieux. Et son silence a été la pire des trahisons. Je l'ai contourné sans un mot de plus et je me suis enfermée dans ma chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Un fil ténu d'espoir et de patience qui venait de céder. À partir de ce jour, Chloé a commencé à m'effacer de leur vie. Méticuleusement. Cruellement. Elle a commencé par les photos. Les cadres qui ornaient le salon. Remplis de souvenirs de la vie de Marc. De son enfance. De nos vacances en famille. De son mariage. Ont commencé à disparaître un par un. Un matin. La grande photo de Marc enfant, riant aux éclats sur les épaules de son père, avait été remplacée par un paysage abstrait, froid et sans âme. La photo de mon mariage avec Pierre, posée sur la cheminée depuis 35 ans, a été reléguée sur une petite table dans un coin sombre du couloir. À leur place, des photos de Chloé et Marc, de Léo seul, ou de Chloé avec Léo. Je n'existais plus dans la narration visuelle de notre famille. J'étais devenue une ancêtre. Une pièce de musée qu'on range pour faire place à la modernité. Puis ce fut le tour des meubles. Le vieux fauteuil en velours de Pierre, celui dans lequel il aimait lire le journal, a été descendu à la cave. Il est usé et il prend la poussière, a justifié Chloé. J'ai vu un très joli fauteuil design qui irait beaucoup mieux. Elle a modernisé le salon. Comme elle disait. Elle a remplacé mes tapis persans par des tapis en jute unie. Mes rideaux en soie par de simples voilages blancs. Ma table basse en bois massif par une table en verre et en métal. Chaque changement était une négation de mon histoire. De ma vie. De mes goûts. C'était une OPA hostile sur mon propre foyer. Marc la laissait faire. Ça apporte un peu de fraîcheur. Non. Disait-il avec un enthousiasme forcé. Il faut vivre avec son temps. Maman. Vivre avec son temps. Pour moi. Cela sonnait comme mourir à petit feu. Je me réfugiais dans le silence. Je continuais à faire les repas.
Le ménage. La lessive. Je devenais une employée de maison invisible. Je parlais de moins en moins, pour éviter de dire un mot de travers qui pourrait provoquer une nouvelle crise. Mon monde se rétrécissait au mur de ma chambre et à la cuisine. La douleur dans ma poitrine était devenue une présence constante. Certains jours, elle était sourde et lancinante. D'autres, elle me prenait par surprise, aiguë et brutale, me forçant à m'arrêter et à reprendre mon souffle. Je savais que je devrais retourner voir le docteur Renaud. Mais à quoi bon? Il me dirait encore d'éviter le stress. C'était comme demander à quelqu'un qui se noie d'éviter l'eau. Le pire était le mépris subtil. Les petites humiliations quotidiennes. Chloé parlait de moi à la troisième personne, même quand j'étais dans la même pièce. On demandera à Élise de faire ça. Est-ce qu'Élise a pensé à acheter du pain? Je n'étais plus une personne. J'étais une fonction. Un après-midi, j'ai surpris une de ses conversations téléphoniques avec sa mère. Non. Elle est toujours là. C'est pesant. On n'a aucune intimité. J'ai l'impression d'être une adolescente qui vit chez ses parents. Pire. Chez sa belle-mère. Oui. Je sais qu'on a de la chance pour l'appartement. Mais à quel prix? C'est une prison dorée. J'ai fermé la porte de ma chambre. Le cœur battant la chamade. Une prison. Ma maison. Mon foyer que j'avais rempli d'amour. Était une prison pour elle. Et j'en étais la geôlière. C'était donc ça. L'image qu'elle avait de moi. Une vieille femme. Gardienne d'un musée poussiéreux. Qui l'empêchait de vivre. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'ai vu les cernes. Les rides plus profondes autour de mes yeux. Le gris qui avait envahi mes cheveux. J'ai vu la défaite. J'avais tout donné. J'avais sacrifié ma fierté. Mes goûts. Ma voix. J'avais accepté l'humiliation. Le mépris. Le silence. J'avais tout enduré au nom de l'amour. Au nom de la promesse faite à mon mari. Mais ce soir-là, en regardant cette femme épuisée dans le miroir, je me suis posé une question pour la première fois. Était-ce encore de l'amour? Ou était-ce juste une lente et douloureuse agonie? L'hiver s'est installé sur Lyon. Gris et humide. Le froid semblait s'infiltrer à travers les murs de l'appartement. Se loger au plus profond de mes os. Mes visites chez le docteur Renaud étaient devenues plus fréquentes. Il ne me cachait plus son inquiétude. Mon cœur s'affaiblissait. Les médicaments ne suffisaient plus. Élise. Je suis sérieux? M'a-t-il dit lors de ma dernière visite? Son visage grave ne laissant aucune place à l'interprétation. La prochaine étape, c'est une intervention chirurgicale. Une opération à cœur ouvert. Nous ne pouvons plus attendre. Votre état se dégrade. Une opération. Le mot a résonné dans le silence du cabinet médical. J'ai imaginé mon corps ouvert. Mon cœur arrêté. Confié aux mains d'un chirurgien. La peur m'a saisi. Une peur froide et primaire. Les chances de succès sont bonnes, a-t-il ajouté, tentant de me rassurer. Mais c'est une opération lourde. La convalescence sera longue. Vous aurez besoin d'aide? De beaucoup de repos. J'ai pensé à la maison. À Chloé. À l'atmosphère glaciale. M'imaginer convalescente. Faible et dépendante dans cet environnement. Était une perspective plus terrifiante encore que l'opération elle-même. Je vais y réfléchir. Docteur. Ai-je menti? Je suis sortie du cabinet. Le diagnostic pesant sur moi comme une chape de plomb. Dehors. Une pluie fine et glacée commençait à tomber.
Je n'ai pas pris le bus. J'ai marché. Sans but. Le long des quais de la Saône. L'eau grise et agitée reflétait le tumulte de mes pensées. Je devais prendre une décision. Mais comment? Ma vie entière était dédiée aux autres. Comment pouvais-je soudainement tout arrêter pour ne penser qu'à moi? L'idée même me semblait égoïste. Impossible. En rentrant à l'appartement, trempée et grelottante, j'ai trouvé une atmosphère de crise. Léo, qui avait maintenant près de 4 mois, pleurait sans interruption. C'étaient des cris perçants, différents de ses pleurs habituels. Chloé arpentait le salon, le bébé dans les bras, le visage fermé par l'anxiété et l'épuisement. Qu'est-ce qu'il a? Ai-je demandé? Ma propre angoisse mise de côté face à la détresse de l'enfant. J'en sais rien, a-t-elle répondu sèchement. Il est comme ça depuis 1 heure. Il a mangé? Sa couche est propre? Je ne comprends pas. Léo était tout rouge. Son petit corps tendu par la douleur. Je me suis approchée. Il est peut-être malade. Est-ce que tu as pris sa température? Bien sûr que j'ai pris sa température. A-t-elle répliqué. Agacée. Il n'a pas de fièvre. Instinctivement, j'ai posé le dos de ma main sur son front. Il était chaud. Mais pas brûlant. En me penchant, j'ai senti une odeur aigre. Et puis, j'ai remarqué que ma main, qui avait effleuré son cou, était légèrement humide. Il a régurgité. Ai-je dit doucement. Regarde. Dans les plis de son cou. Ça a dû l'irriter. Et il a peut-être mal au ventre. J'ai tendu les bras. Laisse-moi le prendre. Juste 1 minute. Tu es à bout. À ma grande surprise, elle a hésité. Puis m'a tendu le bébé. Comme si elle capitulait. Dès que Léo a été dans mes bras, j'ai senti la tension de son petit corps. Je l'ai serré contre mon épaule, le tapotant doucement dans le dos, marchant à pas lents dans le salon. Je lui ai parlé à voix basse. Des mots sans importance. Juste le son apaisant de ma voix. Lentement. Miraculeusement. Ses pleurs ont commencé à diminuer. Se transformant en sanglots. Puis en petits gémissements. Tu vois. Ai-je murmuré. Plus pour moi-même que pour Chloé. Il avait juste besoin d'être rassuré. Un sentiment de triomphe et de tendresse m'a envahi. J'avais réussi là où elle avait échoué. J'avais su trouver le geste juste. Le mot juste. J'étais encore utile. J'avais encore ma place. Je me suis assise dans le fauteuil. Léo blotti contre moi. Presque endormi. J'ai savouré ce moment de paix. Ce contact précieux. Je fermais les yeux, respirant son odeur de bébé. Le rapport du docteur Renaud était sur la table de l'entrée, là où je l'avais laissé tomber en arrivant. Le papier avait glissé hors de l'enveloppe. Chloé, qui s'était affalée sur le canapé, l'a remarqué. C'est quoi ça? A-t-elle demandé. Curieuse. Elle s'est levée. A pris le document avant que je ne puisse réagir. Elle l'a lu. J'ai vu son expression changer. Son regard se durcir. Cardiomyopathie dilatée. A-t-elle lu à voix haute? Le ton froid et clinique. Insuffisance cardiaque sévère. Recommandation pour une intervention chirurgicale. Elle a levé les yeux vers moi. Il n'y avait aucune compassion dans son regard. Juste un calcul froid. Une lueur de compréhension soudaine et terrible. C'est donc ça? A-t-elle dit. Sa voix basse et pleine d'un mépris nouveau. C'est pour ça que vous vous accrochez.
C'est pour ça que vous refusez de nous laisser tranquilles. Chloé. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ai-je murmuré, le cœur battant à tout rompre. Léo s'est agité dans mes bras. Aussi. Vous comprenez très bien? A-t-elle sifflé, s'approchant de moi. Vous êtes malade. Vous vous servez de nous? De mon fils. Pour vous sentir vivante. Vous voulez laisser votre empreinte? Jouer les grands-mères indispensables avant de disparaître. C'est pathétique. Le mot « disparaître » a été prononcé avec une cruauté délibérée. Non. Ai-je dit, secouant la tête, les larmes me montant aux yeux. Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai? Alors pourquoi ne nous avoir rien dit? Vous nous cachez ça. Vous jouez les martyrs silencieuses. Pour qu'on ait pitié de vous? Pour qu'on se sente coupable? À ce moment précis. Le diagnostic du docteur Renaud? La peur de l'opération? Tout s'est effacé. Il ne restait que la brutalité de ces accusations. L'injustice. La négation de tout mon amour. J'ai regardé mon petit-fils, qui s'était enfin endormi, paisible dans mes bras. Le seul point de douceur dans ce monde de violence. Je l'ai serré un peu plus fort, comme pour me protéger. Et c'est là que tout a basculé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Peut-être a-t-elle interprété mon geste comme une provocation. Peut-être que la vision de son fils, calme et apaisé dans les bras de la femme qu'elle détestait, était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de sa frustration et de sa colère. Elle s'est jetée en avant. Ne le touchez pas. Sa voix était un cri strident. Inhumain. Elle a essayé de me prendre Léo. Mais je le tenais fermement. Nos mains se sont disputées le petit corps fragile pendant une fraction de seconde. Puis, dans un geste de pure fureur, elle m'a repoussé. Pas une petite poussée. Une bourrade violente. De toute la force de son corps jeune et en colère. J'ai perdu l'équilibre. Le monde a basculé. Je me suis écrasée sur le sol, ma tête heurtant le coin de la table basse en bois. Une douleur fulgurante a explosé dans mon crâne. Des étoiles ont dansé devant mes yeux. Allongée sur le tapis. Désorientée. La première chose que j'ai entendue, à travers un brouillard de douleur, fut sa voix, chargée d'un dégoût absolu. Elle se tenait au-dessus de moi, Léo à nouveau dans ses bras, et me regardait comme si j'étais une chose immonde. Vous êtes sale. A-t-elle hurlé? Le visage tordu par le dégoût. Vous sentez le renfermer. L'hôpital. Allez vous laver. Sale. L'odeur de l'hôpital. Elle avait involontairement mis le doigt sur ma plus grande peur. Ma plus grande honte, celle d'être un corps malade. Un corps qui trahit. Ces mots n'étaient plus une simple insulte. C'était une condamnation. Je suis restée là. Sur le sol. Le sang commençant à couler de ma tempe. Se mêlant à mes larmes. Je ne sentais plus la douleur physique. Seulement le froid infini de ses paroles. La porte d'entrée s'est ouverte. Marc rentrait du travail. Il s'est figé sur le seuil, découvrant la scène. Sa femme. Debout. Hurlant. Le bébé pleurant dans ses bras. Et sa mère. À terre. En sang. Mon Dieu. A-t-il soufflé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a regardé. Avec de la pitié et de l'effroi dans les yeux. Il n'y avait pas de colère envers Chloé. Juste du désarroi. Et c'est là. En voyant son regard. En voyant son incapacité à prendre parti. À me défendre. Que j'ai compris.
J'ai compris que j'étais seule. Absolument et irrémédiablement seule. Chloé a commencé à pleurer. Des sanglots hystériques. Elle ne voulait pas me le rendre. Elle me l'a presque arraché des bras. Et elle est malade? Marc? Elle est très malade? Elle nous a tout caché. Elle lui a tendu le rapport médical comme une pièce à conviction. Marc a pris le papier. L'a lu. Puis m'a regardé à nouveau. Son expression avait changé. La pitié avait été remplacée par autre chose. De la confusion. Du reproche. Comme si ma maladie était une trahison de plus. Il n'est même pas venu vers moi pour m'aider à me relever. Je me suis appuyée sur la table basse. Mes membres tremblants. Je me suis relevée. Seule. Je les ai regardés. Lui. Lisant le rapport. Le visage décomposé. Elle. Pleurant. Se présentant comme la victime. Je n'ai rien dit. Il n'y avait plus rien à dire. Les mots étaient inutiles. Ils étaient devenus du poison. Lentement. En me tenant au mur. Je me suis dirigée vers ma chambre. Chaque pas était une agonie. J'ai fermé la porte derrière moi. Je me suis regardée dans le miroir. Le sang sur mon visage. Mes cheveux en désordre. Mes yeux vides. C'est fini. Me suis-je dit. L'illusion était brisée. La famille que j'avais essayé de maintenir en vie à tout prix n'existait plus. Elle n'avait peut-être même jamais existé. Cette nuit-là, la douleur dans ma poitrine a atteint un paroxysme. Ce n'était plus une crise. C'était une certitude. La certitude que si je restais, mon cœur allait lâcher. Littéralement. Et pour la première fois, j'ai choisi. J'ai choisi de ne pas mourir. Ni physiquement, ni spirituellement. L'heure n'était plus à la souffrance silencieuse. L'heure était à l'action. Une action silencieuse, mais définitive. La nuit a été longue. Une mer d'heures sombres traversée par les éclairs de la douleur physique et les vagues profondes du chagrin. Je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans un fauteuil. Un linge humide pressé contre ma tempe. Écoutant les bruits de l'appartement. J'ai entendu Marc et Chloé parler à voix basse pendant des heures. Je n'ai pas cherché à comprendre leurs mots. Je n'en avais plus besoin. Leur voix, même étouffée, était chargée de tension, de reproches, de justifications. C'était le son d'un couple qui tentait de recoller les morceaux de sa propre réalité. Une réalité dans laquelle j'étais devenu le problème. La cause de leur malheur. Vers l'aube, le silence est revenu. Un silence lourd. Pesant. Comme après une bataille. C'est dans ce silence que ma décision, qui avait germé dans le choc et la douleur, a pris racine et s'est solidifiée. Ce n'était plus une pensée confuse, mais une certitude froide et limpide. Je devais partir. Pas pour fuir, mais pour survivre. Quand le jour s'est levé, gris et maussade, je me suis levée à mon tour. Chaque mouvement était raide, douloureux. J'ai ignoré la douleur. J'avais un plan. Pour la première fois depuis des années, j'agissais non pas en réaction à leurs besoins, mais en accord avec les miens. C'était une sensation étrange, presque effrayante, mais aussi incroyablement libératrice. J'ai pris une douche, l'eau chaude apaisant un peu mes muscles endoloris. J'ai choisi mes vêtements avec soin, un pantalon simple, un pull en cachemire doux, des chaussures confortables. Je ne prenais rien qui puisse être considéré comme un luxe. Je prenais l'essentiel. L'armure d'une femme qui part, non pas au combat,
mais vers une nouvelle vie inconnue. Je n'ai pas fait de valise tout de suite. Il y avait des choses plus importantes à faire. J'ai ouvert le tiroir secret de mon armoire, là où je gardais mes papiers importants. Le testament de Pierre. Mes relevés de compte. Les titres de propriété de l'appartement. J'ai tout étalé sur mon lit. J'ai regardé les chiffres, les clauses, les signatures. Pendant des années, ces papiers n'avaient été que des abstractions. Le symbole d'une sécurité matérielle que je mettais au service de ma famille. Aujourd'hui, je les voyais pour ce qu'ils étaient, des outils. Des instruments de pouvoir. Mon pouvoir. Mon premier appel a été pour le docteur Renaud. Je l'ai attrapé juste avant qu'il ne commence ses consultations. Docteur, ai-je dit. Ma voix étonnamment ferme. Je veux programmer l'opération. Il y a eu un silence surpris à l'autre bout du fil. Élise? Je suis soulagée de l'entendre. Que s'est-il passé? J'ai pris ma décision. Ai-je simplement répondu? Sans donner de détails. Mais il y a une condition. Je ne veux pas être opérée à Lyon. Comment ça? Je veux le meilleur. J'ai fait des recherches. Il y a une clinique spécialisée à Genève, réputée pour sa chirurgie cardiaque. Je veux y aller. Je paierai ce qu'il faut. Élise. C'est une excellente clinique, mais c'est très coûteux. Et vous serez loin de votre famille pour la convalescence. C'est exactement ce que je veux. Ai-je dit. Et la froideur de ma propre voix m'a surprise. Pouvez-vous vous occuper du transfert de mon dossier? S'il vous plaît? Il a compris qu'il ne servait à rien de discuter. Je m'en occupe tout de suite. Élise. Je vous recontacter dès que j'ai des nouvelles. En raccrochant, j'ai senti une première vague de contrôle m'envahir. Je n'étais plus une victime passive de ma maladie. Je devenais l'architecte de ma propre guérison. Mon deuxième appel a été pour Maître Dubois, le notaire de la famille depuis des décennies. Un vieil ami de Pierre. Bonjour. Élise. J'espère que vous allez bien, a dit sa voix chaleureuse. Je vais comme il se doit. Jean-Paul. Ai-je répondu. J'ai besoin de vos services. Je dois mettre de l'ordre dans mes affaires. De toute urgence. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire. Il m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. Élise. Êtes-vous certaine de votre décision? C'est une mesure radicale. Je n'ai jamais été aussi certaine de toute ma vie. Ai-je affirmé? Très bien, a-t-il dit. Son ton devenant purement professionnel. Je vais préparer les documents nécessaires. Mais cela prendra quelques jours. Surtout pour. Je n'ai pas quelques jours. Je l'ai coupé. Je pars demain. Je veux que vous veniez à l'appartement cet après-midi. Avec tout ce qu'il faut pour une procuration. Vous finaliserez le reste en mon absence. Un nouveau silence. Il comprenait la gravité. L'urgence. Je serai là à 15 heures. Après ces deux appels, j'ai commencé à faire ma valise. Une seule. Petite. Je ne prenais que le strict nécessaire. Des vêtements. Quelques livres. Mes articles de toilette. Et une seule photo, celle de Pierre. Jeune. Souriant. Prise lors de notre lune de miel en Italie. Je l'ai glissée dans une poche intérieure de la valise. C'était le seul passé que j'emportais avec moi. Je suis sortie de ma chambre. L'appartement était silencieux. Marc devait être parti travailler. Sans même un mot. Chloé et Léo étaient probablement enfermés dans leur chambre.
Tant mieux. Je ne voulais voir personne. Je suis allée dans la cuisine. Mécaniquement, j'ai préparé un café. J'ai regardé cette pièce où j'avais passé tant d'heures, tant d'années, à nourrir ma famille. Chaque casserole, chaque couteau, chaque assiette me racontait une histoire. Un souvenir. Je n'ai ressenti aucune nostalgie. Juste une immense lassitude. Comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre. Sur la table, Chloé avait laissé traîner une tasse vide et une assiette avec des miettes. D'habitude, je me serais empressée de nettoyer. Pas aujourd'hui. J'ai laissé la vaisselle sale. C'était un petit acte de rébellion. Invisible pour tous sauf pour moi. Mais il était lourd de sens. Ce n'était plus mon rôle. L'après-midi. Maître Dubois est arrivé. Ponctuel. Il avait l'air soucieux. Il a remarqué le pansement sur ma tempe mais n'a posé aucune question. Nous nous sommes installés dans le salon. Cet espace devenu un champ de bataille silencieux. Il a étalé les documents sur la table basse en verre et en métal de Chloé. Il m'a tout expliqué en détail. Les implications légales. Les conséquences. Une fois que cette procuration sera signée, Élise, je pourrai agir en votre nom pour toutes les démarches concernant vos biens. Y compris la vente de cet appartement. J'ai pris le stylo. Ma main n'a pas tremblé. J'ai signé. Mon nom. Élise Dubois. Tracé d'une écriture ferme. C'était fait. Le premier pas concret vers ma libération. Je m'occuperai de tout. M'a-t-il assuré en rangeant les papiers. Je vous enverrai la notification officielle dès que tout sera en place. Et pour le reste, prenez bien soin de vous. Élise. Il y avait une véritable affection dans sa voix. J'ai simplement hoché la tête. Incapable de parler. Je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte. Quand elle s'est refermée, j'ai su qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. La soirée est arrivée. Marc est rentré. Il m'a trouvée assise dans le salon. Il a évité mon regard. L'atmosphère était irrespirable. Maman. A-t-il commencé? D'une voix mal assurée. On doit parler. Il n'y a plus rien à dire? Marc. Si. Chloé est. Elle est désolée. Elle ne voulait pas. C'est le stress. La fatigue. Et ta maladie. Nous cacher ça. Ça a été un choc. Il essayait de la défendre. Il essayait de transformer sa cruauté en une réaction compréhensible. Il essayait de rejeter une partie de la faute sur moi. Ta femme m'a poussé. Marc. Je suis tombée. Tu es rentré et tu ne m'as même pas demandé si j'allais bien. Il a eu la décence de rougir. J'étais sous le choc. Je ne savais pas quoi faire. C'est bien ça le problème. Marc. Tu ne sais jamais quoi faire. Tu laisses faire. Tu as regardé ta femme m'effacer de cette maison? De ta vie. Et tu n'as rien dit. Tu as mangé les plats qu'elle critiquait. Tu t'es assis sur les nouveaux fauteuils. Tu as regardé les murs vides où se trouvaient tes souvenirs d'enfance. Et tu n'as rien dit. Les mots sortaient. Calme. Froid. Sans colère. C'était un simple constat. Un verdict. Il est resté sans voix. Accablé par la vérité de mes paroles. Je ne demande pas que tu choisisses entre elle et moi. Ai-je continué? Ce serait injuste. Vous êtes une famille. Vous avez un enfant. Mais je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus être le fantôme de cette maison. Chloé est sortie de la chambre. Attirée par nos voix. Elle avait les yeux rouges.
Elle a commencé à parler? Une excuse à moitié formée sur les lèvres.